c'est le youtubeur américain Brand et son ami Ronald, chasseur de voitures abandonnées, qui filment la remise en état de voitures de sport laissées à l'abandon depuis longtemps. Nous allons les suivre alors qu'ils nettoient deux voitures dans la même vidéo. Cette fois, il s'agit de deux modèles identiques. Une Chevrolet Corvette Stingray. Le premier modèle est de 1982. Si tu aimes le contenu lié à la restauration automobile, abonne-toi à notre chaîne. La voiture avait été entreposée dans une cabane au fond d'une ferme, fermée depuis 35 ans. Ils doivent forcer la porte pour pouvoir entrer. Et là, la voiture voit la lumière du jour pour la première fois depuis des années. L'endroit n'était pas parfaitement fermé et dans des conditions difficiles, la voiture s'est énormément dégradée. L'arrière de la voiture s'était enfoncé dans le sol. Ici, le sol est en béton, mais il s'est effondré avec le temps. Ils sont obligés de creuser avec une pelle pour dégager un passage permettant à la voiture de sortir. Ensuite, ils la tirent dehors. Les roues arrière glissaient et ne tournaient pas. Cette voiture a beaucoup de beaux détails et selon eux, avec un peu d'effort et un treuil, on peut la récupérer. Chaque centimètre de la carrosserie est recouvert de poussière et de saleté. Étrangement, le pare-choc arrière s'est cassé et sa structure s'est disloquée alors que la voiture n'avait pas bougé. Le design de cette voiture était agressif, inspiré du requin. Elle sortait avec seulement 2 sièges et cette version possédait un intérieur entièrement en cuir. On remarque qu'un rat avait trouvé un chemin pour entrer à l'intérieur. Les pédales s'étaient transformées en nid. Le niveau de dégradation est important pour une voiture pourtant fermée et stockée dans un lieu couvert. Il dévisse les boulons qui fixent la grille arrière et retire les 8 supports circulaires en dessous. C'est un emplacement très surprenant pour la présence d'un rack ou d'un porte-bagages. Ce modèle n'a pas de coffre arrière. Il n'y a pas de couvercle qui s'ouvre vers le haut. Il existe bien un espace de rangement, mais on y accède par l'intérieur, derrière les sièges. Ils enlèvent les morceaux cassés du pare-choc arrière. L'ensemble de la carrosserie est fabriqué en fibre de verre, une méthode de construction qui donne un matériau léger, proche du plastique. Ils poursuivent ensuite l'aspiration de toute la poussière recouvrant la voiture, y compris à l'avant sur les pièces plastiques connues sous le nom de moustaches. Il ouvre le capot, qui s'ouvre à l'envers, et enlève toutes les feuilles et la poussière accumulées dans la zone de la cavité des essuie-glaces. Il passe ensuite au nettoyage du filtre à air et de l'extérieur du carburateur, ainsi que de la culasse du moteur. Après cela, il s'occupe du nettoyage des roues avant, des pneus sportifs de la marque américaine Goodyear, montés sur des jantes en acier de 15 pouces. Il pulvérise un spray nettoyant contre la rouille et les taches, applique une couche de mousse sur le flanc des pneus et avec une brosse, continue à retirer les saletés qui tombent encore de la carrosserie elle-même. Il poursuit en éliminant toutes les couches de poussière à l'aide d'eau sous pression. Les phares, ici, sont dissimulés dans le style des pop-up. Sur le côté, on retrouve l'inscription « Stingray ». Malheureusement, la couleur d'origine de la voiture est très abîmée, mais le nettoyage lui a rendu son allure sportive et puissante. Le rétroviseur reflète bien à quel point cette voiture appartient à une autre époque. Sa silhouette latérale est allongée, inspirée du design des voitures de course américaines. Dans les magazines, on lui avait attribué le titre de « véritable voiture de sport américaine », car son développement avait nécessité un travail colossal pour arriver à ce résultat. L'orifice de remplissage du carburant se trouve sur la partie supérieure de l'arrière, un emplacement très inhabituel. Mais cette voiture est unique, autant par son époque que par son identité sportive. La portière est très basse, au point que la vitre est plus haute qu'elle. Le design de la carrosserie ne comporte pas d'ailes ou de garde-boue séparés. La structure entière est divisée en seulement 3 parties. Avec le pistolet haute pression, il s'attaque au bas de caisse et les nettoie complètement. À l'avant, il referme l'ouverture de ventilation et passe le jet sur toutes les pièces et les systèmes, en frottant avec une brosse. Il applique ensuite un produit anti-rouille sur les surfaces métalliques et les fait briller, puis sèche soigneusement toute la zone avec un chiffon. Il laisse la voiture sécher pendant une journée entière. La première chose à vérifier ensuite est le liquide de refroidissement. Il découvre une très petite quantité mais de couleur verte, ce qui est une bonne nouvelle, car cela prouve qu'il n'y a pas de rouille dans le circuit de refroidissement. Il retire ensuite la jauge d'huile, s'attendant à trouver un niveau faible et une huile noire, non pas parce que la voiture a beaucoup roulé et l'a brûlée, mais parce qu'avec les années, l'huile a perdu sa composition et est devenue inutilisable.
Bien sûr, le volant est réglable en hauteur. Il démonte le moyeu central du volant de sa fixation au centre. Il retire la boîte vers l'extérieur et, sur le côté, démonte le barillet de contact. Il le remplacera par un neuf car l'ancien était complètement bloqué et ne tournait plus. Il remet le volant, et ce qui est étonnant, c'est que c'était censé représenter le style sportif de l'époque. Ensuite, il ajoute de l'huile moteur neuve. Il tourne la clé pour tenter de démarrer le moteur. Il ne s'attend pas à ce qu'il démarre immédiatement, mais veut que la pompe à huile diffuse rapidement l'huile fraîche dans tout le système. Il pulvérise du liquide de démarrage, composé d'alcool, sur le carburateur et réessaie de lancer le moteur. Et là, waouh, la voiture a réagi magnifiquement, avec de la fumée blanche sortant autour de la roue, probablement à cause d'un trou ou d'une fuite dans les tuyaux d'échappement. Ensuite, il recouvre toute la carrosserie savon, l'imbibant de partout pour réaliser un detailing complet. La vue de la voiture sous un angle 3/4 est splendide, une véritable ligne de caractère. Il retire le siège conducteur et en dessous, le plancher était extrêmement sale. L'intérieur ressemblait à une véritable porcherie. En ouvrant le cache qui sert d'espace de rangement pour le cric, il découvre un immense nid à l'intérieur. Tous les espaces de rangement derrière les sièges étaient pleins de saleté. Il aspire tout l'intérieur et nettoie soigneusement la surface du compartiment principal de stockage. La couche le cuir s'était fortement détériorée avec le temps. Il continue à brosser et nettoyer le plancher recouvert de moquettes où la poussière était profondément incrustée. Une partie métallique peinte en noir est restée exposée, heureusement sans rouille, malgré la présence prolongée d'animaux dans la voiture. Ensuite, il enlève entièrement la sellerie côté passager puis côté conducteur. Le plancher est recouvert d'une couche de feuilles isolantes, aluminium ou cellophane, destinée à protéger contre la chaleur. Les taches brunes foncées sur la sellerie sont dues à la présence de rats. Il lave au savon et aux produits nettoyants plusieurs fois, car il n'a pas la possibilité de remplacer les pièces ou d'acheter une sellerie neuve pour cette voiture. Il s'agit uniquement d'un nettoyage, pas d'une restauration complète ou d'une réparation. La couleur d'origine de la sellerie était un brun clair. Même après le nettoyage, on sent encore qu'elle est marquée. L'aspect de la voiture est assez particulier. Une carrosserie marron avec un intérieur beige. Les pédales ne sont pas celles d'origine pour ce modèle. Elles avaient été commandées spécialement par le propriétaire, mais aujourd'hui, ce sont les seules disponibles. Il doit aussi nettoyer les pédales. Franchement, je ne comprends pas pourquoi quelqu'un aurait voulu graver son nom dessus. Il nettoie ensuite les sièges en cuir avec un appareil à vapeur. Le nettoyage à la vapeur est toujours plus efficace. Il agit immédiatement et fonctionne très bien sans avoir besoin d'ajouter d'autres produits chimiques. C'était une voiture sportive, mais à son époque, il n'y avait pas encore l'obligation d'avoir des sièges de type baquet. Après le nettoyage, il applique un conditionneur pour protéger la couche de cuir contre les craquelures ou les déchirures. Puis il nettoie l'accoudoir du console central et passe aux portières en cuir. Les portes n'ont ici aucun espace de rangement, toute la surface est presque plane, intégrée avec du chrome. Le design du console central est très simple. Avec une brosse, il nettoie toute la zone autour du levier de vitesse et ainsi la sellerie redevient parfaitement propre. Il polit ensuite la carrosserie pour lui donner une couche de brillance et fait aussi briller l'ancien emblème Corvette à l'avant. Il s'équipe ensuite de la grille métallique fixée à l'arrière de la voiture. Elle était complètement rouillée, mais la rouille s'enlève facilement en frottant avec une brosse métallique. Pour moi, ce genre de grille est plutôt associé aux voitures très économiques, donc je trouve étrange de voir une Stingray équipée de ça. Les rétroviseurs ici sont entièrement en métal, reliés à la voiture avec un cadre métallique, une sorte d'inverse de ce qu'on trouve aujourd'hui où tout est en plastique. Leur aspect métallique est vraiment élégant. Avec une brosse, il nettoie le centre des jantes. Après séchage, il remet l'enjolivure chromée, ce qui donne un éclat assorti à la jante elle-même. Il nettoie aussi les vitres de l'intérieur avec un produit. Et comme dirait Amr Adib, la voiture est devenue impeccable, brillante comme une bougie allumée. Passons maintenant à la deuxième voiture de la vidéo. Même propriétaire, mêmes étapes de nettoyage. Il semble vraiment passionné par la remise en état des versions sportives classiques. Mais cette fois-ci, il s'agit d'une Corvette Stingray de 1978, une version spéciale pour célébrer le 25e anniversaire de la Corvette. Elle n'a parcouru que 2600 km avec un intérieur rouge éclatant, impressionnant vraiment. Le volant, le tableau de bord et le plancher sont tous dans la même teinte. Le garage contenait encore 2 autres Corvettes, mais leur mission était uniquement de nettoyer celle-ci. Ils ont ajouté de l'air dans tous les pneus,
placé des chariots sous les 4 roues et poussé la voiture hors du garage. Ils l'ont ensuite soulevée pour la charger sur un camion. Dans l'état où elle se trouve après le nettoyage, cette version a une valeur très élevée pour une voiture produite à cette époque. On retrouve la même remarque que sur la première version. Le toit est très bas par rapport au sol. Le mécanisme d'ouverture du capot depuis l'intérieur était défectueux. Sous la voiture, le carter de protection du châssis était en excellent état. Il place un chiffon sur le cric pour éviter de rayer la surface, puis insère un tournevis jusqu'à ce que le verrou se libère complètement et soulève le capot. Ici, l'état extérieur est meilleur que celui de la première version. Il découvre que le câble de verrouillage du capot était sectionné, empêchant son ouverture normale. Bien sûr, il retire les essuie-glaces et aspire la cavité au niveau de la baie de pare-brise où s'accumulent toujours poussière et feuilles lors d'un long stationnement. En soulevant le couvercle de la boîte à air, il constate qu'elle est très propre, sans poussière et que la partie visible du carburateur ne présente aucune trace de rouille. Le filtre à air est de conception circulaire, totalement différent de ceux des voitures modernes qui n'ont plus de carburateur. Ils aspirent les feuilles présentes dans la boîte et nettoient toutes les impuretés qui pourraient entrer dans le conduit d'admission. Ils lavent les jantes avec un produit anti-rouille. Ici, le design des roues est sportif en aluminium. Ils lavent la surface et tout le capot avec le jet haute pression. Les emplacements des phares escamotables sont bien visibles, surtout avec la couleur blanche de la voiture. Le capot est bombé, mais sans ouverture. Il nettoie aussi les phares anti-brumard et l'avant incliné qui, comme mentionné, fait partie intégrante de la face avant. Les rétroviseurs, cette fois-ci, sont en plastique, contrairement à la version précédente. Sur les anciennes versions, on retrouvait aussi le logo des drapeaux Corvette sur le côté. À l'arrière, le nettoyage n'était pas aussi facile que sur le reste de la carrosserie, car il est fabriqué en plastique et non en fibre de verre comme le reste du corps. L'inscription Corvette à l'arrière a continué à être utilisée fidèlement jusqu'à la génération actuelle. Ils avaient arrêté ce détail seulement sur le modèle C6, mais ils ont ensuite réintroduit l'inscription avec une typographie plus marquée. Ici, il n'y a pas de grille comme sur la première version que nous avons vue. L'arrière de la carrosserie est une grande pièce unique en fibre de verre et avec le design de la vitre arrière étirée, la voiture paraît rapide sous tous les angles. Le toit est divisé en 2 parties démontables. Il nettoie l'orifice du réservoir. Le pare-choc avait absorbé des taches et des traces de saleté. Pour nettoyer cette surface, il faut brosser à plusieurs reprises jusqu'à ce que chaque couche se détache. La surface en plastique du pare-choc est devenue rugueuse et inesthétique. Ils feront un polissage à la fin. Pour l'instant, ils continuent le lavage et l'essuyage avec une serviette en microfibre. Ils vérifient la quantité d'huile moteur, mais par erreur, ils tirent la jousse de la boîte de vitesse. Le niveau est bas et la couleur est assez mauvaise. Le capot est recouvert à l'intérieur d'un isolant acoustique, mais celui-ci est déchiré. Ils décident de ne pas démarrer le moteur car cette version est rare et ils ne veulent pas prendre le risque d'endommager les pièces anciennes, que ce soit le moteur ou son huile. Ils nettoient tout le compartiment moteur et lavent la voiture entière à la mousse et au savon sous tous les angles. Après avoir terminé le nettoyage de la carrosserie, ils soulèvent la voiture avec un cric à ciseaux sous le châssis, retirent toutes les roues et les nettoient soigneusement à part. Ils effectuent même un detailing des jantes à l'intérieur, grattant et enlevant des couches de boue collées sur leur surface et autour du logement des roues. Ils pulvérisent du savon sur chaque partie. Personnellement, je n'aime pas l'idée de vaporiser du savon sur les éléments de suspension. Mais pour beaucoup de gens, c'est la norme du nettoyage absolu. Les pièces et les connexions en dessous avaient une couleur mate due à la rouille et au dépôt. Donc, ils recouvrent toute la partie inférieure de la voiture de mousse et de savon, lavant chaque boulon un par un avec de l'eau. À l'arrière, il y a un compartiment pour la roue de secours, avec une serrure qui s'ouvre par-dessous la voiture. Mais elle était défectueuse et n'a pas pu être ouverte, donc ils l'ont laissée telle quelle. Ils ont remis les roues en place, puis appliqué un gel anti-rouille sur l'extrémité du tuyau d'échappement. Ils ont répété ce processus plusieurs fois jusqu'à ce qu'ils réussissent à enlever toutes les traces et couches de rouille qui s'y trouvaient. Ils retirent les 2 panneaux du toit qui étaient également recouverts de cuir à l'intérieur. Ils enlèvent aussi les sièges de l'habitacle et inspectent les 3 compartiments de rangement qui contiennent souvent des feuilles mortes ou beaucoup de saleté. En effet, sous le 3e compartiment, ils trouvent un nid. Ces 3 espaces de rangement sont destinés respectivement à la batterie,
au cric avec la manivelle et au stockage d'objets divers depuis l'intérieur. Ils aspirent toutes les surfaces du plancher recouvertes de moquettes. Sur les voitures modernes, même avec un intérieur rouge, on ne voit jamais la moquette assortie de cette façon. Ici, tout est rouge, jusqu'au tapis de sol. Ils découvrent une souris morte dans l'un des compartiments de rangement. Mais comme la scène est trop répugnante, ils ne l'ont évidemment pas montré dans la vidéo. Après avoir poli le pare-brise à l'avant, ils nettoient tout le tableau de bord en largeur. Personnellement, je suis vraiment impressionné par ce rouge éclatant qui recouvre tout l'intérieur. Dis-moi en commentaire quelle couleur d'intérieur tu préfères en général. En voulant remettre les sièges, ils n'ont pas su distinguer lequel était le siège conducteur, car ici les deux modèles sont identiques dans les moindres détails. Normalement, il existe de petites différences, mais jamais deux sièges absolument identiques comme dans ce cas. Bref, on va s'arrêter au nettoyage jusque-là. Je sais que tu préfères toujours les vidéos de mécanique, de moteur et le défi de réussir à les faire démarrer. Mais j'ai voulu que l'on découvre ensemble ce modèle sportif iconique. Je suis sûr que tu as pu voir de nouveaux détails plus clairement sur cette Corvette classique. Merci d'avoir regardé jusqu'à cette minute de la vidéo. Comme d'habitude, écris-nous quelle voiture tu aimerais voir la prochaine fois. Et bien sûr, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne.